Donc, autour de la table, Bertrand Martineau, salut Bertrand, conseiller emploi pour l'Institut Montaigne, Léonidas Kalogéropoulos, salut Léonidas. Bonjour. Président fondateur de Faits et Arguments. Médiation et Arguments. Ça aurait pu. Et vice-président du mouvement patronal éthique, et Erwan Tison. Salut Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens. Donc, tiens, démarrons avec l'énergie, parce que vous vouliez parler de la crise de l'essence. Moi, a priori, je me dis, bon, on va faire une pause. Non, mais vas-y, Léonidas. Je vois pas en quoi c'est significatif de quoi que ce soit. Bah voilà, il y a une grève, il y a des raffineries qui sont bloquées, et puis on sait que c'est exponentiel. Non, je suis pas du tout d'accord avec la banalisation de ce que l'on est en train de vivre. D'abord parce que je représente des entreprises, des coursiers. Non, mais que ce soit un coup dur, je suis d'accord, mais de la logistique. Responsable, enfin. Comment ça, personne n'est responsable? Non, personne n'est responsable. Non, je ne peux pas entendre ça du tout, parce que entreprendre, c'est un concept de responsabilité, et la responsabilité individuelle est à l'origine de tout ce que on peut créer comme richesse et de tout ce qu'on peut détruire comme richesse. Et je ne peux pas me résoudre du tout à l'idée que dans une situation de guerre dans laquelle nous sommes, il y a une guerre. Oh, non, tu peux pas. Non, mais écoute, c'est invraisemblable. Pardonne-moi, on est en désaccord total. Total. C'est l'application du droit de grève. C'est un droit constitutionnel. On est dans une situation de grève, de guerre, qui a eu des conséquences sur l'énergie, avec un bouleversement de l'économie, avec une mise en tension pour savoir comment, dans cette économie de guerre, on va s'en sortir. Et là, il y a un maillon de la chaîne qui dit: je tiens le robinet et je mets le pays totalement dans cette crise énergétique et cette crise géostratégique européenne. Je mets le pays en otage. Et ça me faisait penser, on a eu cette comparaison des taxis de la Marne. C'est les taxis de la Marne qui disaient: la patrie est sauvée, eh bien je fais d'abord grève. Mais pourquoi est-ce que la direction n'a pas ouvert des discussions ? Mais d'abord... Au mois de juin, l'intersyndicale a commencé à revendiquer, et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'on le voit dans énormément d'entreprises, au mois de juin, pourquoi est-ce que la direction de Total n'a pas ouvert des discussions à ce moment-là ? Mais la direction de Total qui lâche, j'ai rien contre moi, hein, mais qui lâche du jour au lendemain quand même un dividende exceptionnel de 2,5 milliards. Bon t'as des gars qui usent de leur droit constitutionnel à faire grève face à cette direction qui ne veut pas discuter avec eux. Franchement, là, je ne vois pas où est le scandale. Eh bien, je pense que la moindre des choses eût été que, d'une manière ou d'une autre, les négociations commencent, et que si elles devaient être bloquées, on trouve une manière de faire grève. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas différentes manières, une palette d'outils pour manifester son mécontentement, que ce soit des grèves de zèle, il y a 1000 manières. L'idée que l'on est dans une société que l'on peut détruire et que l'on peut avoir ce choix de dire qu'importe la société, je la casse parce que mon intérêt n'est pas entendu, ça me semble être insupportable. Ça me semble d'autant plus être insupportable que le jour où la société aura vraiment été en ruine, ceux qui souffriront le plus, ce sont ceux qui sont au bas de l'échelle. La menace de chaos perpétuel me semble être une mise en défi de notre collectif. On ne peut pas avoir des entreprises qui vivent dans cet environnement-là. Léonidas, laissons s'exprimer Bertrand. Je ne suis pas totalement en désaccord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que, simplement, moi, je ne mettrais pas ça sous l'angle de l'exceptionnalité. Après tout, ce n'est pas plus dommageable à l'économie que les grèves à répétition, parfois très très dures et très très longues, de la SNCF ou de la RATP, à la fois économique ou pour la vie quotidienne des gens. Je pense que... Alors évidemment... Alors, on est dans des circonstances particulièrement difficiles, mais dans tous les cas, il y a une absence totale de responsabilité, un individualisme absolument forcené. Mais de qui, Bertrand ? Enfin, bon Dieu Non, ce ne sont pas des autres... une loi, les raffineries se mettent en grève dans un cadre très strict. Oui. Peut-être que le gouvernement aurait dû réquisitionner plus tôt. Il l'a pas fait joue à 2 ou 3 jours, mais bon Dieu, le droit de grève, c'est important. Oui, mais il ne s'agit pas d'entreprise lambda. Non, on est d'accord, c'est pour ça qu'il y a un cadre très strict. L'État a également un droit constitutionnel à utiliser la réquisition. Tout à fait. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Il l'a pas fait. Il aurait même pu le faire d'ailleurs pour les grèves de la SNCF et de la RATP peut-être. Mais enfin, je ne sais pas si le degré de drame est aussi important que le dit Léonidas, mais sur
le principe, je suis assez d'accord, c'est absolument scandaleux. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je ne les connais pas, et je ne me permettrai pas de la situation de Total. Ils ont effectivement des bénéfices colossaux, mais les salaires sont en ligne avec les bénéfices colossaux. Oui, tout à fait. Voilà, donc on n'est pas face à des smicards versus le grand capital. On est bien d'accord. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, le gouvernement dit, écoutez, c'est un conflit de droit privé dans une entreprise. Oui, alors c'est vrai et faux à la fois. Voilà. D'ailleurs, pardon, mais... Attends, Erwan. Non, mais sur les causes, j'ai pas tout a été dit. Moi, je vais pas me mouiller là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est sur les conséquences. Alors, on voit les files d'attente, 15% des dépôts des distributeurs d'essence qui sont bloqués ou qui sont en situation de pénurie. Moi, il y a deux choses qui me font un peu peur là-dessus. C'est d'une part la température sociale qui augmente un petit peu, et avec les réformes dont on va parler après, qui nécessiteront un amortisseur social assez important, j'ai peur que le degré d'amortissement justement soit un petit peu entamé. Et deuxiièmement aussi la psychologie dans laquelle on est en train de tomber, dans le fait de s'habituer presque à des pénuries. Il y a d'un côté effectivement ce droit constitutionnel. Moi, je suis le premier emmerdé quand il y a la RATP. Je suis le premier à réclamer la dissolution des syndicats quand mon train pour Noël ne part pas. Après, quand je me retrouve à table avec la famille, ça descend un peu en pression, mais on est tous un petit peu énervés. Dans 15 jours, les stations essence seront de nouveau pleines, donc on n'en parlera pas. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la trace que ça laisse dans cette opinion. D'une part, on va exciter une population qui déjà est très anxieuse. Je pense que si on faisait un PMI, un indice PMI des ménages, je pense qu'il serait vraiment au plus bas actuellement. Et en plus de ça, on est en train effectivement de donner une sorte justement d'image. Je pense que l'image qu'on est en train de donner des stations essence qui sont très longues, des gens qui font 3 heures à la queue, c'est en train de marquer quelque chose dans l'opinion publique et dans la société qui, à mon avis, va pas être bon si on commence à s'habituer à ça. Bon, je voudrais revenir quand même sur un point. Rapide, Léonidas, on a plein de sujets. Stéphane. J'ai du respect pour le syndicalisme et j'ai du respect aussi pour une gauche du travail. Et je suis très attaché à ce que Fabien Roussel a fait en remettant la valeur travail au cœur du Parti communiste, parce que je pense que ça fait partie du paysage complet de notre nation. Et ce parti, on l'a appelé le parti des 50 000 fusillés, en tout cas le parti de la résistance, a tous les travailleurs et le syndicat qui lui est plus proche, la CGT, qui lui sont liés comme des défenseurs de la patrie. Je trouve qu'il y a, dans ce qui est en train de se passer, une perte de repères absolue. C'est d'autant plus une perte de repères qu'ils peuvent s'offrir que nous sommes en train d'assister, et je suis totalement d'accord avec ce que tu disais sur les salaires, à une grève qui a une caractéristique très particulière, c'est que ce n'est pas une grève des pauvres et j'allais dire de la misère pour défendre ses droits vitaux. J'adore les mecs. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que vous définissez un niveau de richesse. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler comme François Hollande et de dire à 5 000 balles par mois, ils ont qu'à la fermer parce qu'ils sont riches. C'est exactement ça que tu es en train de me dire. Je suis en train de te dire qu'ils s'offrent le luxe d'une grève. Mais pourquoi ils s'offrent, encore une fois, pourquoi sont-ils plus responsables que la direction de cette situation ou que le gouvernement qui a décidé de ne pas réquisitionner? Pourquoi sont-ils plus responsables? Parce que c'est facile, parce que c'est toujours sur eux qu'on tape. Mais non, mais tu veux dire qu'il n'y avait pas moyen d'avoir des différentes conférences? Mais j'en sais rien, mon vieux. On n'est pas dans le colloque singulier de la négociation sociale au cœur de Total. C'est possible de faire pour tirer une sonnette d'alarme? J'en sais rien. J'en sais rien. Simplement qu'ils ont effectivement la possibilité de s'offrir cette grève à peu près de manière indéterminée, parce que leur niveau de salaire leur permet d'avoir des réserves. Et donc c'est vrai, c'est une grève qui est c'est sûr d'otage 30. Et c'est sûr que c'est très habile, c'est très habile et ça apaise évidemment les esprits de la part de la direction de Total que de diffuser les grilles salariales des gars qui bossent dans les raffineries. C'est un geste qui est propre à apaiser l'ensemble des esprits et la situation générale dans le pays. On est d'accord, Léonidas? Je ne pense pas que ce soit au milieu de la situation dans laquelle on est que c'est du côté de la riposte qu'il faut regarder d'un œil critique. Je pense que quand on prend la décision de bloquer un pays qui est dans la situation de tension dans laquelle on est sur les prix de l'énergie, dans une situation de guerre en Europe, c'est une décision qui en dit long. On n'est pas d'accord, on avance les gars. On avance. On pourrait peut-être distinguer le gars hyper individualiste dans son coin qui pense qu'à lui et malheureusement c'est comme ça. On pourrait le distinguer des forces politiques et syndicales qui sont dans cette affaire totalement irresponsables. Parce que eux, justement, voilà, et c'est ça le sujet. Et le fait qu'ils soient soutenus par un certain nombre de forces politiques et syndicales est très inquiétant. Ça, c'est sûr que le fait qu'ils soient soutenus, le fait que les millionnaires de Total soient soutenus par la NUPES, c'est sûr que j'avoue que c'est cocasse. Mais bon, voilà.
Mon cher Léonidas. Non, juste avant de... Parce que je veux qu'on parle de la géniale idée d'Erwan. Avant, j'ai vu ça ce matin dans le Figaro. EDF gagne à nouveau 100 000 clients par mois. Et c'est une catastrophe, en fait. Parce que EDF n'a pas l'énergie. C'est quand même le paradoxe ultime de toute cette histoire. Voilà, on va pas... mais EDF n'a pas, en fait, l'électricité pour fournir ses 100 000 nouveaux clients. Donc, doit aller l'acheter sur les marchés. Ou... oui, enfin voilà, elle l'a vendu. Enfin, on connaît tous l'histoire. Et donc, 100 000 clients par mois, ils sont obligés de les prendre, ils les prennent, mais ça leur coûte une fortune. Raconte-nous ton histoire de banque centrale de l'électricité. Parce que les négociations européennes, là, on a vu, n'avancent pas. Assez clairement, d'ailleurs, chacun joue sa propre partition. Et donc, toi, tu dis qu'il faut une banque centrale de l'électricité, Erwan. Oui, tout à fait. Alors, c'est une idée qu'on avait mûrie ensemble, Stéphane. Mais tu avais eu ce coup de génie, les grandes fulgurance. Les grandes idées grandissent autour de ces grands plateaux avec des grands hommes, comme disait l'autre. Mais en fait, l'idée, c'était de dire que malheureusement, on a cassé EDF. Pourquoi ? Qui était un magnifique outil au niveau national, par des décisions politiques. 1980, la centrale de Plogoff qui ferme parce que Mitterrand fait un accord avec les écologistes de l'époque. 1995-97, fermeture de Superphénix, arrêt de Superphénix, qui aurait dû normalement nous assurer une énergie propre et quasiment illimitée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait dans un plateau à 30 degrés en Marseille si jamais justement on avait ouvert Superphénix. La diminution du mix énergétique en 2012, c'est à 75%, 50% de la part de nucléaire, et jusqu'à la fermeture de Fessenheim, à chaque fois la constante, ça a été pour essayer de gratter les 2-3% des verts, quelle que soit justement la couleur dominante, qu'elle soit rose pâle ou rouge vif, pour essayer justement de gagner les élections. On a du coup cassé ce qui faisait peut-être depuis 1974 avec le plan Mesmer l'indépendance clairement industrielle de la France. On a bâti justement notre énergie là-dessus parce que du coup l'énergie était sensible aux décisions politiques. Donc moi ma proposition c'était de dire l'énergie est aussi essentielle que l'est la monnaie. On a protégé la monnaie de ce qu'on appelle, de ce que l'économie s'appelle les dérives du seigneurage. Donc 1982, excellent papier de Barrow Gordon dessus justement sur l'importance de la règle versus la décision. Pour faire simple, vous avez deux façons de gérer la politique monétaire. Soit vous avez une règle qui est inscrite dans le marbre, vous êtes sûr de la suivre, mais ça veut dire que vous êtes hermétique à la saisonnalité et aux aléas économiques. Ou alors vous avez la décision, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un chef éclairé, entre guillemets, qui prend des décisions selon le contexte économique. Le fait d'avoir une règle dans laquelle on ne dévie pas, c'est ça qui a fait que... Donc ça c'est les 2%, voilà, c'est le pacte de Maastricht, voilà. Et c'est Exactement. La force de la BCE. Et c'est comme ça que justement l'euro est crédible. Quelles que soient les crises, quelles que soient les décisions parfois insensées qu'elle prend, elle est crédible. Et donc je pense qu'il faudrait faire la même chose pour l'énergie, pour l'électricité, se doter d'une banque centrale, alors pour l'instant française, parce que la France est l'acteur européen majeur en termes d'électricité, et à terme européenne, qui est de dire notre règle c'est d'avoir une énergie bas carbone, à bas prix, décarbonée, à bas prix, abondante, basée principalement sur le nucléaire, assurant notre souveraineté, la souveraineté et la distribution des... Et dans ces cas-là, on aurait la chance d'avoir un gouverneur de l'électricité, en plus le titre est assez classe, qui du coup serait en charge de gérer ça, aurait des investissements qui seraient du coup nécessaires par rapport à... Donc ça, on mettrait une règle financière, comme est financée aujourd'hui la Banque centrale, et du coup le politique n'aurait plus son mot à dire. Alors, on peut dire que c'est la technocratie et les ingénieurs qui gagnent, mais d'un autre côté, quand derrière vous avez la possibilité d'avoir de l'électricité quand vous appuyez sur le bouton et pas de créer des pénuries, de la sobriété et de mettre des cols roulés, d'inventer effectivement énormément de choses, d'éteindre votre box de minuit à 5h du matin à distance, etc., qui est quand même le signe d'une société qui à mon avis se tiers-mondialise sur son avantage comparatif absolu ces 60 dernières années. Je pense que du coup c'est une proposition que j'ai fait, que je pense qu'il mérite le coup d'être débattu, en tout cas d'être creusé. Lumineux. Hein, c'est génial. Hein. C'est lumineux. Avec quand même, Le mot est bien choisi. comme le dit... Je me suis permis, j'ai pas pu résister. Médiation et argument quand même. Hein. C'est un métier. Mais, comme tu le dis, technocratie, c'est-à-dire tu retires... Non, mais aux élections, on va le dire comme ça, à la force démocratique, un élément essentiel de notre vie commune. Je pense que la technocratie a sauvé le portefeuille des Européens à 2 reprises entre 2008 et 2021. Mais nous avons différents systèmes de contre-pouvoirs. Dans la démocratie, il y a des contre-pouvoirs, mais il y a aussi des contre-pouvoirs à la démocratie. Donc on a effectivement des autorités administratives indépendantes, on a le système monétaire qui est effectivement indépendant, on a le système de santé. Alors, ça ne veut pas dire que l'un fonctionne bien et que l'autre fonctionne mal. Ça veut dire que c'est de la même manière qu'on ne dit pas que l'exécutif a toujours raison et que le législatif a toujours tort, ou l'inverse. Mais c'est bien dans cet équilibre de force
qui se mettent à être indépendantes les unes des autres, que progressivement, quelque chose de vertueux arrive à sortir. Je trouve cette idée absolument majeure. Ouais, c'est majeure. intéressant. Je pense qu'il faut vraiment très rapidement la structurer, et je vois bien un certain nombre de responsables patronaux dans le monde de l'entreprise qui assistent au spectacle de ce qu'on a infligé à EDF, qui est, et ce faisant, ce qu'on a infligé à notre pays. Je pense qu'on peut être nombreux à soutenir cette idée. C'est probablement le bon moment pour lui donner une concrétisation. Non, puis il sait faire, Léonidas. Si tu Non, mais veux, c'est là, vrai que pour c'est le coup. tentant, hein, en l'occurrence, Ça t'intéresse beaucoup, là. On est d'accord. Ça donne envie. Ouais, Absolument. Bertrand. Alors, moi j'ai quelques... Vas-y. Plutôt des questions. Sur le principe, j'ai beaucoup aimé le développement sur le sabotage systématique et de très long terme d'EDF. Je crois que les historiens ont beaucoup de choses à écrire sur le sujet. Notamment Et ce sous l'argent siphonné aussi. Voilà, et ce ne sera pas à la gloire de nos générations. Non, le point c'est que sur le principe, donc remettre cette question énergétique à une autorité indépendante me pose absolument aucun problème pour les raisons que tu as indiquées. En revanche, j'ai deux sujets que je ne vois pas bien. C'est comment il y a quand même des décisions politiques qui sont inéluctables, qui sont les relations diplomatiques avec les fournisseurs de gaz. Ou la construction de terminaux LNG, etc. Donc ça, c'est pas le banquier central de l'électricité qui va décider. Donc là, c'est vraiment des choses très, très, très étatiques. Et le deuxième, c'est je ne vois pas en quoi ça permettrait de réguler particulièrement les prix de l'énergie et éviter que les prix de l'énergie s'envolent au moment où il y a un problème d'offre, où il y a pénurie d'offres. La crédibilité, la crédibilité là-dessus ne joue pas comme dans la politique monétaire, où ce qui est produit est purement un acte de confiance. Là, on n'est pas sur un acte de confiance, on est quand même sur de la production de matériaux fossiles, pour la partie fossile. Donc je ne vois pas bien l'intérêt sur cet aspect. Je me permets de te corriger, Bertrand, parce que c'est un truc qu'on ne dit pas assez. C'est pas les États qui passent des contrats avec Gazprom. C'est Engie. Hein. Non, d'accord, oui, attends. Ah mais non. Ah non, c'est une partie du problème. Non, c'est une partie du problème. Ce sont des entreprises privées. La décision d'aller chercher du gaz au trustworthy country qui est l'Azerbaïdjan, c'est une décision politique. Européenne. Non, très récemment. Mais d'une manière générale, les contrats gaziers qui sont passés, c'est des contrats privés. Bien sûr, c'est des contrats privés. Voilà. Oui, mais enfin, je n'imagine pas une seconde. Et donc l'autorité indépendante peut tout à fait avoir communication de ces contrats et regarder si ils conviennent à la situation qu'elle prévoit. On a très bien expérimenté dans les télécoms, tout à fait, dans un certain nombre de domaines. Oui, enfin, encore une fois, il y a une dimension diplomatique à tout ça. Voilà, le jour où on déclare qu'un État est terroriste et qu'on n'a plus le droit de commercer avec lui, et bien dans ce cas-là, voilà, si pour des raisons politiques on refusait le gaz azéri, les compagnies de gazières européennes seraient bien obligées d'arrêter. Bien sûr. Quand le pays est sous sanction, il est sous sanction. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les Allemands sont obligés de nationaliser Uniper. Oui. Mais c'est bien des contrats de droit privé qui sont signés au départ. Ce qui est une partie du problème. Non, mais je souscris. Deux éléments pour répondre rapidement. Le premier, effectivement, il y a dans l'idée qui est portée, enfin dans l'idée commence à esquisser, c'était de dire déjà qu'il faut que cette banque centrale justement assure les capacités de production aussi locales, parce que du côté dans les conditions justement liées à la règle, il y a aussi le côté la souveraineté, en tout cas européenne, qui est essentielle. Deuxièmement, il y a aussi effectivement toute autorité indépendante se doit en tout cas d'avoir un contrôle, se doit d'être sous le parapluie des autorités connexes qui lui sont liées. La Banque centrale européenne aujourd'hui, elle a un ancrage plus ou moins, selon les interprétations des textes, par rapport à la Commission européenne et par rapport justement au Parlement européen, qui valide ou qui en tout cas susurre le nom justement du gouverneur en chef et du coup de son fonctionnement, qui fait qu'elle est hermétique aux politiques en tant que personne, mais elle n'est pas hermétique à la politique et justement au contexte. Et je pense que du coup il y a ce constat-là qui est effectivement à faire, c'est essentiel. L'idée c'est pas d'avoir un chien fou dans son coin. C'est pas d'avoir quelque chose qui est hors sol. Bien sûr. C'est d'avoir quelque chose qui a sa capacité d'hermétisme en revanche au regard des aléas. Et c'est vrai que les aléas politiques
et budgétaire d'ailleurs, parce que le nombre de fois où on est allé siphonner les caisses d'EDF pour boucler les budgets, c'est aussi un des éléments pour lesquels une telle structure pourrait être protectrice. Si vous n'êtes pas les caisses ont demandé un dividende. Ce qui me permet d'ailleurs... qui puisse... C'est pas pareil. C'est plus joli. Ce qui me permet de dire un mot sur... alors, franchement, j'ai consulté des spécialistes, etc. L'histoire, donc il y a plusieurs dizaines de milliards qui sont prévus dans le budget, récupérés donc sur, alors on n'appelle pas ça des super profits, mais des énergéticiens, donc tout ce qui serait vendu au-dessus de 180 € le mégawattheure. Bon. À partir du moment où tu sais que ce que tu produis va être capé à 180 € le mégawattheure, pourquoi diable le vendrais-tu plus cher ? Et donc je me demande bien, on est dans la courbe de l'affaire, alors vraiment dans l'exemple même de la courbe de l'affaire. Et donc je me demande bien, je le dis comme ça, je vous demande mais où l'État ira chercher ces dizaines de milliards. On me dit oui, mais ça ne concerne pas le gaz. On est d'accord. Là, juste petite incise, les prix spot, ce qui apparaît à la télé des fois, 1 000 € le mégawattheure. Mais c'est marginal sur le marché. Tout est en contrat de long terme, en PPA, etc. Et tous seront évidemment capés à 180 € le mégawattheure. Enfin, ça me paraît assez évident. Oui, mais est-ce que c'est pas l'objectif ? Oui, mais c'est parfait. Simplement, il y a 20 milliards qui sont inscrits dans le budget. C'est juste ça. Oui, il y a 20 milliards de recettes qui sont inscrits dans le budget, qui permettront de compenser ensuite les 50 milliards qu'on va dépenser pour le bouclier énergétique, etc. Machin. Oui, mais pardon, parce que c'est à double entrée. Est-ce que le fait d'avoir capé à 180 ne va pas atténuer la crise, et atténuant la crise, on aura moins besoin du bouclier qu'on a financé avec les 20 milliards provisés. Donc, c'est vrai. Mais enfin, 180, t'es quand même 10 fois au-dessus on va dire du prix de marché, tu es quand même 5 à 6 fois au-dessus de ce que paye l'industrie américaine, par exemple, par rapport à l'industrie européenne. Voilà. Mais on va marquer une pause tout de suite, maintenant, et puis ensuite, parce qu'on a 2 autres gros sujets. Oh non, parce que ça peut aller vite, Erwan, le défaillance d'entreprise, puis à la limite, on en reparlera. On est revenu donc sur un rythme qui est un rythme à peu près normal, 38 000 défaillances au 3e trimestre sur un an. C'est à peu près normal, regardez la séquence. 51 000. 51 000, c'était... sur 15 ans. Période dure. Sur 15 ans, c'est 51 000. 51 000. Même bref. depuis 2000, c'est de 51 000 en moyenne. En tout cas, voilà, le patron de l'URSSAF était avec nous la semaine dernière et il est assez normal qu'un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas en mesure de fonctionner s'arrêtent. Vous aviez fait un calcul sur le nombre de salariés que ça pourrait d'une certaine manière libérer. C'est ça. Il y a eu moins 40 et moins 30% successivement de taux de défaillance en 2021 et 2022 par rapport justement à dernière année de référence 2019. Et en fait, il y a 41 000 entreprises qui existent et qui ne devraient pas exister. Voilà. Qui auraient dû être au tapis parce que leur modèle n'est pas bon, etc. Et ça fait à peu près 280 000 salariés. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les secteurs qui ont une sous-défaillance, il y en a 3, c'est les transports, la restauration et l'industrie. Et en fait, si tu veux, quand tu regardes la construction, pardon, et quand tu regardes ces 3 secteurs-là, ce sont des secteurs qui aujourd'hui ont des difficultés de recrutement qui sont absolument énormes. Quand tu regardes, je parle devant un spécialiste non plus, mais quand tu regardes dans la dernière étude d'ARES sur les pénuries de recrutement, les difficultés de recrutement, le deuxième, outre l'intensité, le deuxième critère qui est justement le manque de main-d'œuvre disponible. La main-d'œuvre n'a pas disparu, il n'y a pas des actifs qui ont disparu. Le côté grande démission, il existe aux États-Unis où tu as 3,2% de taux de démission. En France, on est aux alentours de 2,1 pour les plus de 50 salariés, 2,4, 2,5. T'es en gros à 10 points. Ces salariés, en fait, ils sont dans ces entreprises voilà, zombies. Ils sont dans ces entreprises-là, il n'y a pas de grande émission, il y a une grande rétention. Et du coup, c'est pour ça que le problème plus on va attendre à ce que ces entreprises aillent au tapis, plus cette main-d'œuvre va être en rétention et moins elle va pouvoir alimenter les entreprises en croissance. Combien tu dis 280 de salariés 280 000 salariés. Oui, Bertrand, c'est intéressant. C'est intéressant, mais je pense que ça peut offrir une piste d'explication sectorielle pour les secteurs qui sont indiqués. Ouais. La tension sur le recrutement, elle est généralisée. C'est partout. Voilà, donc, c'est ce qu'on dit dans l'étude. C'est plutôt pour les secteurs, les 3 secteurs. C'est pas pour la finance, pas pour l'assurance. Je suis totalement persuadé que pour ces 3 secteurs-là, il peut y avoir effectivement un problème. J'étais pas au courant à ce point-là dans le domaine des transports, mais construction et restauration, c'est clair qu'il y a
De la sous-défaillance. Non, mais c'est Ouais. évident. Alors, ça n'explique pas non plus, d'ailleurs, quelque chose qu'il faudra bien voir, c'est regarder de près, c'est la sous-productivité, enfin la très 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 faible croissance de la productivité française sur les dernières années. Ça en explique une petite partie sans doute, mais c'est pas l'explication majeure, qui pose un problème, parce qu'à court terme, on est très content, parce que ça fait beaucoup d'emplois à croissance donnée. À long terme, c'est très 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 inquiétant, un affaiblissement de la productivité. On en a beaucoup parlé la semaine dernière là, avec la note du Conseil d'analyse économique. voilà. Ouais, tout à fait, Donc, très voilà. intéressante. Voilà. Et alors, c'est en partie lié probablement à une volonté des entreprises de garder leurs salariés. Alors, soit pour ces raisons-là, mais ça me paraît quand même être un sujet assez sectoriel, soit aussi parce qu'ils les gardent, parce qu'ils savent que s'ils les perdent, ils auront du mal à embaucher ensuite. Tout à fait. Donc les entreprises ont tendance surtout à garder, fidéliser au maximum leurs salariés. Le problème de ce sujet, c'est que j'écoutais ce matin RTL, première radio, non pas première radio de France, deuxième radio de France, ouverture du journal 7h30, 38 000 défaillances d'entreprises, et ils te vendaient ça comme une catastrophe en fait. Et donc politiquement, ça va être super compliqué à gérer, l'idée de dire, bah non, on revient dans le lit commun, et c'est assez légitime qu'un certain nombre d'entreprises calanchent, on en a besoin, quoi. Léonidas ? Oui, non, mais c'est effectivement la loi de l'économie et l'idée à laquelle on s'est habitué depuis 2-3 ans que lorsqu'il y a un problème, l'État sera là et viendra subvenir pour rattraper tout. Non, c'est pas possible. Il faut que l'on revienne à la possibilité de l'aléa. Les entreprises sont mortelles, ça fait partie de la vie, d'autres se montent. En revanche, peut-être que c'est un chiffre qu'il faut mettre en face. Le nombre de créations d'entreprises explose tous les compteurs et on a dépassé le million de création d'entreprises par an, et ce sont des entreprises qui assurent très très largement la relève de ces 38 000 qui tombent. Bon. Et d'ailleurs, je souhaite à tous ceux qui sont tombés de se redresser. Exactement, exactement. Me souvenir de cette magnifique définition de la réussite, c'est tomber 8 fois, relever 9 fois. Ouais. Si vous n'avez pas échoué, c'est que vous n'avez pas assez essayé. Ouais. Bon, moi je l'ai de Michael Dell, mais il y a sans doute des gens plus prestigieux qui l'ont dit. Allez, on marque une pause.